Ok, alors avant de commencer l'épisode, je te propose de profiter de ce moment à m'écouter pour faire quelque chose dont tu seras fier après coup. Si tu m'écoutes depuis chez toi, fais du rangement. Le but, c'est qu'une fois que j'aurai fini de te parler, tu puisses te dire que t'as fait un pas dans la bonne direction. Je m'appelle Elio, et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast que je produis pour partager mes expériences, répondre à tes messages, et surtout te donner envie de tout péter. Et c'est parti pour la 7e et dernière partie de cette présentation. Je m'appelle Elio Avila Munoz, au cas où, tu peux me suivre sur Instagram et puis les réseaux sociaux. Cet épisode est aussi disponible sur YouTube. N'hésite pas à mettre un commentaire sur YouTube s'il y a un truc qui te fait réagir, histoire que je puisse récupérer ton commentaire et le développer un petit peu. C'est d'ailleurs une chose que je vais faire dès maintenant, parce que l'épisode précédent a fait réagir certains d'entre vous, même plusieurs d'entre vous, en fait, sur un point particulier. J'ai l'impression que la notion de sacrifice que j'ai employé, le terme sacrifice, parfois il est un petit peu croché et j'ai du coup très certainement, je sais que je n'ai pas été clair, autrement j'aurais pas eu ce genre de retour. Donc je vais essayer de clarifier un petit peu le truc, et ensuite on pourra se lancer sur cette 7e partie au cours de laquelle je vais te parler de la période qui s'est déroulée entre le mois de juin 2019, donc période à laquelle je me sépare de Christelle, et mars 2020, période à laquelle j'arrête mes études pour me lancer sur les réseaux, YouTube, podcast, Instagram, un petit peu Twitter, et j'ai mon site internet. Voilà, c'est un peu ce dont on va parler aujourd'hui. Mais avant ça, du coup, je vais reprendre un commentaire qui m'a été posté sous la vidéo YouTube, un commentaire que j'ai lu, auquel j'ai pas répondu alors qu'il était plutôt développé. Je me suis dit, vas-y, ce sera assez cool de le récupérer pour l'épisode suivant. Ça me lancera un petit peu dans la discussion, et surtout j'ai envie de vous encourager à poster des commentaires du même acabit, parce que ça peut, putain c'est un joli mot ça, acabit, parce que ça peut, moi je trouve ça intéressant, en fait ça lance de la discussion. En plus de ça, si vous allez sur l'épisode précédent, du coup sur YouTube, vous pourrez voir le commentaire de Lucas Greco qui nous dit: je trouve que la notion de sacrifice est assez forte et plutôt péjorative. Ça m'a donné l'impression que dans tous les cas, il y a un aspect négatif dans le fait de sacrifier le présent ou de sacrifier le futur, comme si finalement tu perdais quelque chose dans tous les cas. Mais je pense qu'on peut également voir la chose sous l'angle de l'investissement. Tu investis ton temps présent pour atteindre un objectif à moyen ou long terme, et finalement, il y a moins cette impression de perdre quelque chose. Si je rejoins ton exemple des études, tu investis ton temps à la fac pour apprendre un métier. Tu peux simplement aimer le fait d'apprendre, et donc ce n'est plus un sacrifice, mais du temps doublement investi pour le présent et le futur. En plus, tu peux également faire un métier... Excusez-moi, j'ai pas mes lunettes et l'ordinateur est assez loin de moi, étant donné que j'ai le micro entre deux. En plus, tu peux également faire un métier que tu aimes et non pas un métier, entre guillemets, alimentaire. Certes, il y a la notion d'argent derrière, mais certains ne font pas tant leur travail pour la somme qu'ils reçoivent à la fin du mois que pour la satisfaction que leur apporte la réalisation du travail en lui-même. Après, je conviens que certaines fois, un sacrifice est réellement nécessaire, mais je ne suis pas sûr que cela s'applique partout. Par exemple, le sport peut être un plaisir sur l'instant pour le plaisir qu'il procure, mais aussi un sacrifice pour des performances ou des résultats à long terme. Bref, je ne suis pas sûr d'avoir été super clair, mais en tout cas, merci pour tes podcasts, ils sont très intéressants. Lucas, tu as été suffisamment clair d'après moi. Je pense même que tu as été plutôt clair. Je pense que les notions, tu sais, mais on est en train de faire, c'est de la pure philo, et... d'une part, pour moi, réussir à te l'expliquer comme ça en freestyle, l'expliquer aux gens comme ça en freestyle sans avoir de notes, tu vois, parce que je fais ce podcast en one shot, j'allume le micro et je commence à parler, et du coup, tu vois, genre même pour moi, c'est normal que j'ai pas été clair, et du coup, toi, t'es en train de lâcher un commentaire à YouTube, tu veux me l'expliquer, tu veux expliquer le truc en 15 lignes, on est sur des notions complexes, donc moi, d'après moi, tu t'es débrouillé comme un chef, en fait. Tu vois, genre pour moi, on est en train de vraiment traiter de notions complexes, donc c'est normal qu'il y ait un peu de confusion dans tout ça. Et ce qui est cool, moi, ce qui me plaît pas, en fait, ce qui me plaît dans ton commentaire, c'est que tu dis que, c'est le moment où tu dis, je conviens que certaines fois un sacrifice est réellement nécessaire, mais je ne suis pas sûr que cela s'applique partout. Et ça, j'adore, en fait. Tu nuances ton propos, ça te rend très fort, en fait, ça rend ton commentaire juste imbattable, parce que tu dis que tu poses le truc le truc que tu penses, mais en même temps, tu montes ta capacité à te remettre en question, et tu dis ok, c'est un truc que je pense, mais t'es pas accroché à ton idée en mode c'est le truc que tu dois défendre, et si tu le défends pas, t'es pas identifié si tu veux à ton idée, c'est juste une idée que t'as eue là, t'es même pas certain de l'avoir bien exprimée, tu la poses, et je trouve ça hyper constructif, parce que c'est ça qui peut nous lancer dans une discussion intéressante. Moi, ce que je veux te dire, la petite partie sur laquelle j'aimerais rebondir, c'est quand tu parles du travail ou des études, par exemple. C'est vrai que quand tu peux kiffer tes études, et au moment où tu kiffes tes études, quelque part, tu es en train d'investir pour le futur,
et t'es pas nécessairement en train de sacrifier le présent vu que t'apprécies faire les études. Le truc, c'est que quand t'étudies, t'es pas en train de kiffer à 100% le présent. Dans le sens où si maintenant je te disais, va à la fac, mais t'auras pas de diplôme à la fin, t'irais pas à la fac. Tu paierais pas pour aller à la fac. Tu vois, si tu vas à la fac, c'est parce que tu sais que tu vas avoir un diplôme à la fin. T'irais pas juste pour le plaisir. En tout cas, très peu de gens le feraient. Une personne qui irait à la fac juste pour le plaisir, et il y en a peut-être très certainement des auditeurs libres, des gens qui se pointent juste dans des amphithéâtres juste pour écouter pour le kiff, ils sont à ce moment-là, c'est vrai, ils sont dans quelque part une passion, parce qu'ils le font par passion, entre guillemets, et pourtant c'est une passion constructive donc en gros ils sacrifient ni le présent, ni le futur, de la même manière que, comme tu as donné un très bon exemple, si tu veux, une personne qui serait là... je sais pas, quelqu'un qui est passionné de dessin et ça se trouve ça peut devenir son métier plus tard, tu vois, il est en train juste de dessiner donc il est en train de kiffer et en réalité ça va devenir son métier et du coup il va pouvoir le faire. Donc c'est vrai que la question en fait a priori elle est beaucoup plus complexe que ce que j'ai pu poser dans l'épisode précédent. Maintenant il y a quand même un point sur lequel, et ça du coup c'est le point du travail, quand tu dis qu'on peut aimer son métier et que le métier peut nous tirer une satisfaction qui est autre que juste le fait de remplir son frigo, tu vois. Comme je l'expliquais, et en fait c'est là que je me suis planté en fait dans l'épisode précédent, j'ai dérivé, en fait j'ai commencé à parler de la dopamine, si je me trompe pas, ou alors c'est juste dans ma tête que j'en ai parlé, mais il me semble que j'en ai parlé dans l'épisode, et la raison pour laquelle je parlais du système dopaminergique, c'est parce que c'est le circuit qui te récompense quand tu fais un truc de bien. Et enfin, quand tu fais un truc de bien, quand tu fais un truc tout court, quand tu atteins un objectif, mais ça peut être un objectif constructif comme un objectif destructif. La raison pour laquelle j'ai parlé de ça, c'est parce que c'est justement la dopamine qui te permet de te sentir bien quand tu es en train d'accomplir une tâche. Tu vois, je donnais l'exemple des gens qui rangent leur appart ou qui font du ménage, qui font leurs courses ou leur lessive pendant qu'ils m'écoutent parler, pendant ce podcast. Ces gens-là, à chaque fois qu'ils accomplissent une tâche, ils se prennent un petit shot de dopamine qui les fait se sentir bien parce qu'ils se rapprochent de l'objectif. L'idée, c'est que ces gens, ils sont en train de sacrifier le présent, au sens où ils sont en train de ranger leur appart, mais ils sont quand même pris dans une espèce de flow. Tu vois, maintenant, tu es peut-être en train de ranger ton appart, tu m'écoutes parler, et tu es juste embarqué. Je reçois pas mal de commentaires, de messages dans ce genre-là, tu vois, de gens sur Instagram qui me disent « Mais c'est cool, j'écoute ton podcast et je suis pris dans une activité et pendant que tu parles, je peux juste faire des trucs. » Ça, c'est génial. Tu es dans un état, en fait, où ton cerveau est stimulé de manière optimale. En fait, je suis en train de te dire des trucs qui sont suffisamment intéressants quand tu les couples à une autre activité, parce que si tu étais juste à m'écouter, peut-être que tu te ferais chier, mais si tu fais ça à plus du rangement, t'es parfaitement, quelque part, t'es dans un équilibre, en mode tu pourrais pas en plus être en train de parler à quelqu'un d'autre ou en plus en train de faire autre chose, t'es vraiment pile sollicité, ton cerveau est pile sollicité ce qu'il faut, mais en même temps, c'est pas trop facile, tu vois. Et se retrouver dans cet état de flow, si tu veux, quand t'as en plus de la dopamine qui vient te shooter, genre juste parce que t'as fait en fait parce que t'es en train de te rapprocher de ton objectif. En fait, j'ai mélangé deux notions. Excuse-moi, je vais revenir là-dessus. Je suis désolé, je me permets un peu de divaguer. Peut-être que je vais attaquer le truc sur un angle différent. Peut-être que je pourrais l'attaquer sous l'angle du flow, c'est-à-dire cet état d'esprit, cet état où tu vois pas le temps passer, où juste t'es pris dans une activité et le temps passe, ce qu'on appelle aussi la zone de développement proximal. C'est comment qu'il s'appelle, Zev Vygotsky, un truc dans le genre, c'est un psychologue russe. Ou alors, je pourrais le prendre du coup sous le côté de la dopamine. Tu vois, quand tu dis que tu peux aimer ton travail, imagine, je sais pas, tu travailles t'as un taf qui est genre juste stimulant et tu le fais et tu kiffes, c'est peut-être parce que ce que tu fais, ça a du sens. Du coup, tu es en train d'investir pour le futur. Peut-être que c'est le sens, en fait. Peut-être que c'est le flow, en fait. Je viens de penser à ça. C'est assez dingue. En fait, peut-être que le flow est la solution. Parce que du coup, si je résume, excuse-moi, je suis un peu parti en steak, mais du coup, je vais juste pas couper ce truc parce que je coupe pas des parties de mon podcast, mais aussi parce que tu vas comprendre, en fait, pourquoi est-ce que je me suis un peu perdu. Ce que je voulais dire de base, c'est que tu peux kiffer ton travail alors que le travail, c'est le sacrifice du présent pour le futur. Tu peux le kiffer grâce à la dopamine, parce que la dopamine va te filer du plaisir, en fait, parce que tu te rapproches d'un objectif. Ok ? C'est ce que j'allais dire. Maintenant, comme tu l'as dit, Lucas, et c'est peut-être la partie de ta question qui m'a fait un petit déclic, c'est que les gens, ils apprécient leur travail grâce à, tu parles de la satisfaction que leur apporte la réalisation du travail en lui-même.
Donc pour moi, ça, c'est la dopamine, mais c'est marrant parce que ta question, je ne l'ai pas vraiment compris comme ça. Je l'ai compris en mode, tu fais un taf qui a du sens. Imagine ton travail, tu sais que, je sais pas, imagine quelqu'un qui travaille dans les soins palliatifs, qui est là pour accompagner des personnes qui sont en fin de vie. Elle se dit, bah putain, mon job à moi, c'est juste d'être le dernier contact humain avec un autre être vivant. Tu vois, genre, on va tous mourir, ok ? Le jour où tu vas mourir, tu vas peut-être te retrouver genre sur un lit d'hôpital, et il va y avoir 2-3 personnes qui vont s'occuper de toi. Si tu as de la chance, tu auras une famille avec toi. Bah, ces 2-3 personnes qui vont s'occuper de toi, qui seront dans l'hôpital, les employés de l'hôpital, bah, plutôt important qu'ils fassent leur taf correctement, tu vois. C'est une grosse responsabilité, tu vois, pour eux. Et peut-être que ces gens, ils font leur taf, donc ils sont en train de, quelque part, d'après mon ancienne théorie, en train de sacrifier le présent, mais vu qu'ils sont engagés dans une activité qui, pour eux, fait sens à 100%, bah en fait, ils ne sacrifient pas le présent. En fait, ils sont juste en train de le vivre à 1000%, tu vois. Quand tu vas travailler, par exemple, je sais pas, tu vas travailler au McDo parce que tu veux juste te faire du cash pour je sais pas, pour pouvoir partir en vacances ou pour payer tes études ou j'en sais rien, bah là, oui, tu sacrifies le présent, tu vois. Mais si tu es engagé dans une activité qui a du sens, le présent, tu le sacrifies pas nécessairement. Maintenant, ces gens qui travaillent aux soins palliatifs, à partir du moment où, et c'est là mon point, à partir du moment où, pendant leur temps libre, ils décideraient de faire autre chose que de rester aux soins palliatifs, c'est-à-dire, imagine, ils se lèvent la journée, un matin, et leur chef leur dit « Hey, salut mec, t'as pas besoin de venir au travail, mais tu vas quand même toucher ta paye. » Bah, si eux, ils décident à ce moment-là de faire autre chose que d'aller aux soins palliatifs, et s'ils se disent « Chouette, bah du coup, je vais jouer à la play », bah, quelque part, bon, la question elle est trop compliquée parce qu'il faut un équilibre et tout. Peut-être t'as pas envie de jouer à la play tous les jours. Mais ce que je veux dire, c'est que quelque part, c'est peut-être la preuve qu'ils préfèrent jouer à la play dans le fond que d'être aux soins palliatifs et que du coup, bah, ils sont, même s'ils kiffent les soins palliatifs et qu'ils trouvent que ça a du sens, bah, ils sont quand même un peu en train de sacrifier le présent parce que s'ils étaient pas payés ou s'ils étaient payés même sans y aller, bah, ils choisiraient de faire autre chose. Voilà. C'était un aparté un peu long. Je suis désolé, je maîtrise pas complètement cette notion. C'est vrai que c'est assez dur. Ce serait marrant en fait d'avoir quelqu'un, tu vois, pour me renvoyer la balle, histoire d'avoir une conversation en direct. Tout seul comme ça, l'exercice c'est un peu dur. Donc je te propose que je m'arrête là. Lucas, moi je te remercie pour ton intervention de ouf parce que ben voilà, tu m'as fait bugger un coup et c'est cool parce que tu vas me faire réfléchir. Pareil, hein, tu sais, j'étais au téléphone tout à l'heure avec une pote. J'étais en FaceTime et elle avait un pote à elle qui était au tel avec, enfin qui était dans la même pièce qu'elle, et son pote il était gay, tu vois. Et elle me présente son pote et tout, et son pote il commence à, je sais pas pourquoi en fait, il commence à parler de cul. Et il me dit ouais mais je vois pas pourquoi les gens ils devraient pas parler de cul et tout. Et tu sais, il a tenu un discours un peu libéral, en mode on devrait pouvoir parler de cul un peu tout le temps. Et c'est le genre de discours que j'avais déjà entendu. Mais pourtant, quand lui l'a dit, ça m'a fait un petit déclic dans ma tête et je me suis dit mais en vrai un truc intéressant, et je le lui ai dit, mec, parce qu'après il me dit ouais mais tu vois, après il s'arrête un peu, il dit ouais je m'enflamme, désolé et tout. Je dis non mais c'est hyper intéressant que tu dis ça parce qu'en fait j'ai déjà entendu ce genre de discours, tu vois, mais cette fois-ci ça m'a fait penser à un truc auquel j'ai jamais pensé. Mais je me dis que les gens qui sont peut-être un peu plus tu sais, qui instinctivement vont avoir une réticence à parler ouvertement de sexualité, peut-être que de manière inconsciente, ou dans tous les cas, en fait, ces gens contribuent à rendre la sexualité excitante et intéressante. Parce que si le sexe était complètement banal, si on pouvait juste, si tu sors dans la rue et tu vois juste des gens en train de se faire des dingueries dans la rue, ben il y aurait plus ce côté un peu mystérieux, un peu privé, un peu excitant, un peu tu vois, un peu spécial du sexe, si c'était juste complètement banal. Donc quelque part, heureusement que tout le monde ne parle pas de sexe de manière genre juste complètement en mode c'est banal, tu vois. Parce que si c'était le cas, je sais pas, à mon avis, vous voyez tous ce que je veux dire. Enfin moi perso, non mais tout le monde, enfin on est tous comme ça. Genre plus un truc est un peu tabou caché, plus ça apporte de l'attrait en fait, plus t'as envie de découvrir en fait le truc et plus ça le rend excitant. En fait c'est juste 100% logique. Et j'y avais jamais pensé à ça, tu vois, parce que moi de base je partageais plutôt la vision de ce mec. J'étais en mode ouais, le sexe on devrait pouvoir en parler comme ça, tu vois, feel free, enfin de manière complètement libre, libérée.
Et c'est vrai, hein, je dis pas qu'on ne devrait pas pouvoir le faire et qu'il faudrait restreindre la liberté d'expression des gens qui ont envie de parler de cul. Si tu as envie de parler de cul, tu parles de cul. Mais j'observais simplement un truc que j'avais jamais observé jusque-là, c'est que de par leur réticence à parler de sexe ouvertement, les gens contribuaient en fait à rendre le sexe excitant, en fait. Bref, tout ça pour dire que Lucas, merci pour ton intervention. Tu m'as juste fait réaliser, enfin tu m'as juste fait cogiter un truc et là je suis sûr je vais arrêter le podcast et je vais continuer à réfléchir à ça. Et c'est pour ça que je vous encourage tous à laisser des commentaires sur YouTube parce que ça me fait à chaque fois réfléchir et c'est intéressant. Du coup, moi je me lance dans l'épisode d'aujourd'hui. Je vais juste vérifier que ça charge parce que j'étais sur la page YouTube pour... J'étais sur la page YouTube pour écouter, pour lire le commentaire. Je vais te raconter du coup ce qui s'est passé entre juin 2019 et mars 2020. Alors du coup, je me sépare de Christelle et quelques semaines après, du coup, pour replacer les choses dans leur contexte, j'habitais à Zurich. J'étais donc dans cette résidence étudiante, une très 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 grande résidence, environ 140 chambres. On n'est pas dans la ville, on n'est pas sur le campus, il n'y a pas de campus à l'université de Zurich. On était vraiment dans un village qui était à 15 minutes en bus du centre-ville, qui s'appelait... Putain, comment ça s'appelle ? Oh mon Dieu, comment je peux pas me souvenir ? Je me souviens de Birmensdorf. Wittikon, ça s'appelait Wittikon. Et on était du coup dans ce village de Wittikon, et t'as cette immense résidence, 140 étudiants. La plupart des étudiants, c'était des... Alors il y avait beaucoup d'Indiens, beaucoup de Chinois, et sinon le reste, ça venait un peu de partout sur Terre en fait. Et c'était beaucoup d'étudiants de l'ETH, donc de l'école polytechnique de Zurich. Donc la plupart des résidents, c'est des mecs qui viennent des STEM fields. Donc je sais pas comment on appelle ça. Donc c'est tout ce qui est sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, informatique, mathématiques, bref, mathématiques. Ouais, mathématiques. Et du coup, c'est plutôt des hommes, du coup, parce que tu vois, toi et moi, on sait que tout ce qui est technologie, tout le domaine de la tech, c'est un domaine qui est plutôt masculin, du fait que les hommes ont tendance à être plutôt intéressés par les objets et les femmes ont tendance à être plutôt intéressées par les humains. Je sais que c'est ce genre de sujets qui sont très... qui peut facilement, si tu veux, basculer on peut facilement avoir un regard politique là-dessus, et à partir du moment où on peut avoir un regard politique sur ces choses, j'aimerais pouvoir inviter quelqu'un, parce que juste moi, j'en veux juste vous balancer ma vision des choses, c'est pas intéressant. J'aimerais qu'on soit deux et qu'on discute, qu'on puisse remettre nos idées en question. Donc je pense que j'essaierai d'inviter des gens qui sont... qui ont des connaissances sur le sujet, qui ont peut-être eux-mêmes des podcasts, qui font des vidéos YouTube, qui parlent de ce genre de choses. Ça m'intéresserait vraiment. Quoi qu'il en soit, dans cette résidence, j'avais beaucoup d'étudiants asiatiques et d'étudiants indiens, majoritairement des hommes, parce que qui étaient du coup à l'école polytechnique de Zurich. 2 semaines environ après ma rupture, ou peut-être 3, j'étais en train de réparer mon vélo devant la résidence, en extérieur. Je me souviens, j'étais en débardeur, j'avais retourné mon truc, je l'avais graissé, j'étais sale, j'avais un vieux débardeur sale en plus. Et à un moment donné, je me rends compte que la pompe que j'ai prise, elle fonctionne pas parce que c'est pas la bonne taille de trou, tu vois, pour gonfler mon pneu. Du coup, je rentre, je vais chercher une nouvelle pompe, et au moment où je sors, je vois qu'il y a une voiture qui est posée pile devant l'entrée de la résidence, avec 2 femmes qui sont en train d'essayer de décharger des valises. Elles n'étaient pas très grandes, ces 2 femmes, les valises étaient très grandes aussi. Du coup, je m'approche et je propose directement d'aider. Instinctivement, c'est... Je sais pas, j'ai réalisé ça, tu sais, aujourd'hui, j'étais dans le bus, il y avait une dame qui était en train de... Elle essayait de mettre un truc dans son sac, et je voyais, elle s'accrochait à une barrière, tu vois, elle s'accrochait à un truc du bus, parce que le bus bouge. Et moi, j'étais prêt, j'étais déjà en train de l'observer, et j'attendais le moment où elle tomberait pour... une vieille, tu vois, une vieille de, je sais pas, 60, 70 ans, mais qui avait quand même assez d'équilibre quand même pour son âge, faut le dire, parce qu'elle est pas tombée. Mais j'étais prêt, tu vois, à l'aider, tu vois. Et j'ai ce truc, de manière générale, quand je vois des gens qui ont besoin d'aide, j'aime bien aller aider. Et là, du coup, tout naturellement, je suis allé aider, et je voulais que je vous aide. Et puis, du coup, je dis ça, la plus âgée des 2 regarde la plus jeune, qui devait avoir environ, qui avait la vingtaine. Elle la regarde, et puis elle hausse un peu les sourcils, l'air de dire un truc du style, je sais pas, mais genre, tu vois, un truc comme ça. Je crois que la plus âgée m'avait bien apprécié physiquement, en tout cas. Je fais comme si j'avais pas vu, en tout cas. Très important, je vais pas... très important. J'aurais pu encore
faire comme s'il montrait que j'avais vu. Mais sur le moment, tu vois, je fais comme si j'avais pas vu et je réagis pas, tu vois. Et du coup, je les aide à descendre les valises et ensuite j'aide la nouvelle résidente, du coup, parce que c'était une nouvelle résidente qui était en train d'emménager dans cette... qui ça allait devenir ma coloc, tu vois. Je l'aide à amener les valises jusqu'à sa chambre. Donc, je la suis jusqu'à sa chambre. Elle était un petit peu stressée. Je me souviens, la connaissant un peu plus ensuite, je pense pas qu'elle était vraiment stressée, mais sur le moment, c'est un peu l'impression qu'elle m'a donnée parce que elle se souvenait plus de quelle était exactement sa chambre. Il faut dire que les couloirs, ils se ressemblaient beaucoup dans cette résidence. Elle essaye d'ouvrir une chambre, c'est pas la sienne, et puis elle fait c'est pas cette chambre et tout, et du coup elle cherche. Et au final, je l'aide à amener les valises jusqu'à sa chambre. Et je fais pas vraiment attention à elle parce qu'en fait, dans ma tête, il fallait que je répare mon vélo, tu vois. Donc j'ai pas vraiment. Je te jure, j'étais un peu. J'étais dans le flow, je sais pas, j'étais très axé objectif. Au moment où je suis arrivé, j'étais là en mode ok, il faut que je les aide à amener les valises. J'ai vu qu'elle était jolie, mais j'ai pas calculé plus loin, tu vois. Et du coup, voilà, c'est moi qui étais en train de porter les valises. Du coup, je mets les valises dans sa chambre. Je lui donne le mot de passe du Wi-Fi de la résidence et je lui dis je lui explique qu'on a un groupe. Donc je prends son numéro, je la mets sur le groupe WhatsApp de la résidence et je retourne gonfler mon vélo et je me barre au lac. Le lendemain, on avait une sortie au lac qui était prévue avec plusieurs résidents et on en parle sur le groupe. On dit sur le groupe, ouais, on va au lac et tout à 15h, un truc comme ça. C'était l'été, tu vois. On était au mois de juin, juillet. Moi, j'avais terminé mon bachelor. J'avais obtenu mon diplôme en droit suisse, bilingue, même trilingue même, tu vois. J'ai fait des cours en français, anglais, allemand. Principalement français-allemand, mais tu vois, aussi des cours en anglais. Donc pour ça s'appelle que bilingue, parce que c'est français-allemand officiellement, mais pour moi c'est trilingue, parce que j'ai eu des cours en anglais, des examens en anglais. Et du coup, le lendemain, on prévoit une sortie au lac, et là, elle m'écrit, mais elle n'écrit pas sur le groupe, elle m'écrit à moi, elle me dit, ouais, je vais venir au lac avec vous, toi, tu vas à quelle heure ? Et là, en fait, je vois sa photo de profil sur WhatsApp, et je me dis, elle est jolie. C'est vrai, elle était jolie, en fait. Elle avait des... En fait, je vais le dire clairement, en fait. Cette fille, elle était magnifique, en fait. Si vous avez vu des stories que j'ai pu poster avec elle sur Instagram, peut-être pendant cette période, ceux qui me suivaient sur Insta, vous avez vu, c'est une fille qui... elle a des yeux de chatte. Genre, elle a un super beau regard, super intense, des yeux verts, si tu veux, qui brillent. Des yeux verts parfaits. Ouais, vraiment. Là, en fait, j'ai capté, je me souviens, j'ai vu sa photo de profil WhatsApp et je vois ses yeux et je me dis, mais waouh, putain, ces yeux qu'elle a quand même. Et je lui dis, écoute, moi j'y vais vers 13h. Alors qu'avec le groupe, on devait y aller vers 14, tu vois. Je dis, ouais, je vais y aller un peu avant. Parce que l'idée, c'était, j'ai dit, tu veux venir avec moi ? Il me fait, ouais. Du coup, on part les deux en avance, 1 heure en avance, et on va se poser au lac. Et sur tout le trajet, elle me parle, c'est tout elle qui a parlé en fait, c'est elle qui me racontait sa vie, elle me racontait des histoires et tout. J'écoutais beaucoup, elle parlait avec beaucoup de passion en fait, et c'était assez cool. C'est cool à écouter d'écouter de parler des gens qui sont engagés en fait dans leurs histoires, ça fait... l'histoire devient vivante en fait, et t'as envie de les écouter. Donc on était sur tout le chemin, et puis elle me raconte sa vie. Elle m'explique que elle est née au Brésil, et qu'elle a vécu toute sa vie là-bas, et qu'elle est arrivée en Suisse il y a 6 mois, qu'elle fait une école d'hôtellerie et que la raison pour laquelle elle arrive en Suisse, c'est parce que depuis quand elle était très jeune en fait, sa mère a quitté la maison. Elle a quitté la maison quand elle avait, je sais pas exactement quel âge, mais je crois qu'elle devait avoir 3, 4 ans, quelque chose comme ça. Sa mère a décidé de partir aux États-Unis. Et du coup, cette fille qui s'appelle Luana, elle a été élevée par son père et ses 2 sœurs. Elle a été élevée par son père avec ses 2 sœurs en fait. Donc elle a 2 petites sœurs et elles ont toutes les 3 filles étaient élevées par leur père au Brésil. Le père était garagiste, donc c'est pas un monsieur qui roulait sur l'or, mais il s'occupait des filles et genre elles dormaient dans le garage si tu veux. Enfin, il avait un garage mais il avait un bureau, un atelier et il dormait là-bas. Donc c'est une famille très modeste si tu veux. Mais ce qui s'est passé en fait, c'est que sa mère, quand elle était aux États-Unis, elle a rencontré un Suisse qui habitait à Zurich. Elle a épousé ce Suisse qui était blindé, en vrai. Et je ne sais pas exactement qui a financé ses études. Mais en gros, le fait que sa mère habite en Suisse, elle a gardé très très peu de contact avec sa mère depuis que sa mère est partie. C'est des rapports qui sont très particuliers et ça tu peux t'en douter. C'est pas à moi de détailler là-dessus. Peut-être que Luana se chauffera à venir sur le podcast. Ça vous fera un podcast en anglais. Mais dans l'idée, voilà, c'est parce qu'elle avait du coup sa mère qui habitait en Suisse
que j'imagine elle a entendu en tout cas parler d'une école d'hôtellerie qui existait en Suisse. Et elle est partie faire ses études du coup à Lucerne. Elle a fait les 6 premiers mois à Lucerne. Et là, elle avait 6 mois de stage à faire. Et elle a trouvé un stage dans un hôtel à Zurich. Et du coup, elle venue dans la résidence étudiante pour 6 mois. Donc elle me raconte tout ça. On est au lac, on discute. Ça se passe bien. Et on commence un peu à flirter. On commence un peu à se faire des massages. C'était cool. C'était vraiment bien. Au final, les autres sont arrivés au lac. Ils se sont posés ailleurs. Tu vois, nous, on était en mode silence radio. On était juste là à parler les deux. Et on rejoint au bout d'un moment le reste du groupe. Et au moment où on rejoint le reste du groupe, quelque part tout le monde a un peu compris que voilà, qu'on était déjà dans une phase qu'on se connaissait déjà un peu mieux que le reste. Et voilà, du coup on passe le reste du temps avec tous les gens qui étaient là. Je bois un petit peu. C'était une belle soirée. Au final, on remonte à la résidence, on fait un immense repas. On s'était cuisiné un truc tous ensemble. Et le soir, elle me demande si je fume de la weed. Et là, alors moi, tu connais, si t'as écouté les épisodes précédents, moi, depuis que j'ai commencé mes études, j'ai pas fumé régulièrement. En fait, j'ai fumé de manière ponctuelle. Ça m'est arrivé de fumer des fois, peut-être pendant une période ou deux, pendant, je sais pas, 1 semaine, 2 semaines, mais à chaque fois j'ai réarrêté, tu vois. Et j'ai toujours eu, depuis que j'ai arrêté mes études, depuis que j'ai arrêté de fumer de la weed et que j'ai commencé mes études de droit, depuis que j'ai arrêté de fumer tous les jours, c'est ça ce que j'entends par arrêter de fumer de la weed, j'ai toujours eu un rapport assez particulier avec cette substance parce que j'ai jamais remarqué un avant-après aussi frappant, en fait. J'ai vu à quel point j'avais une vision plus claire de là où j'avais envie d'aller dans les périodes où je ne fumais pas. Et j'ai une explication très logique derrière tout ça, une explication assez claire, un truc que j'ai réussi à comprendre avec les années, dont je parle dans ma vidéo sur la drogue. C'est pour ça que je vais peut-être pas vraiment détailler dans le podcast maintenant, parce que pas mal de ces choses, j'en parle de la vidéo sur la drogue, mais je peux peut-être vous l'expliquer maintenant. En gros, quand tu fumes, il y a une substance qui s'appelle le THC, okay, qui est contenue dans la weed. Tu as une autre substance qui s'appelle le CBD. Et il semblerait que le CBD contrecarre les effets du THC parce que le CBD est un neuroleptique, qu'on appelle aussi un antipsychotique, alors que le THC est un hallucinogène. En réalité, le THC est un hallucinogène, un stimulant et un dépresseur à la fois. Mais en fait, c'est les propriétés hallucinogènes du THC qui te permettent d'avoir une perspective différente quand tu fumes. Un hallucinogène, c'est pas nécessairement quelque chose qui induit des hallucinations, c'est plutôt quelque chose qui va induire une modification de la perception, te mettre dans un état modifié de conscience. On peut le dire comme ça plutôt qu'une modification de la perception. Tu es dans un état modifié de conscience. Tu vois les choses d'un œil différent. Et moi, c'est un truc qui au début m'a beaucoup attiré, tu vois, avec la weed, parce que c'était intéressant de pouvoir réfléchir à des mêmes sujets. Tu vois, tu parles d'un truc dont tu aurais pu parler en étant sobre, tu le parles en ayant fumé, et directement, c'est beaucoup plus intéressant. Tu as l'impression de redécouvrir le sujet, parce que tu vois pas les choses de la même manière. Et donc ça, c'est un truc qui est chouette avec la weed, seulement que quand t'as fumé, tu vois pas les choses de la même manière que quand t'as pas fumé. Ce qui veut dire que tu n'accordes pas autant de valeur, tu n'accordes pas la même valeur aux mêmes choses que quand t'as pas fumé. Je te donne un exemple. C'est l'exemple que je vais donner dans ma vidéo sur la drogue, que j'ai pas encore tourné et que je penserai tourner, parce que vous me le demandez pas mal, je pense dans le mois de juillet, ce serait probablement en juillet, parce que même si elle est presque terminée, il faut vraiment que je mette l'accent sur le programme Set and Reps, parce que j'ai envie que vous puissiez vous muscler au poids de corps. C'est le but, et vu que les beaux jours approchent, et j'imagine que pas mal d'entre vous auront envie de s'entraîner dehors et de se muscler, que ce soit à la maison ou en dehors en réalité, mais de faire de la musculation sans matériel. Et du coup, il faut que je mette l'accent sur le programme, tu vois, question de saison et de logique. Mais dans l'idée, voilà, ce dont je vais parler dans la vidéo de drogue, ça va être quand tu fumes, tu vois les choses différemment. T'accordes pas la même valeur aux mêmes choses. L'exemple que je vais donner, ça va être, imagine t'es dans ta chambre, t'as pas encore fumé, si t'es sobre, imagine t'es juste sobre dans ta chambre, les choses que tu vas voir, ça va être quoi? Tu vas voir peut-être ton ordinateur, avec peut-être les cours que t'as dedans, tu vas peut-être voir la pile de linge sale que t'as besoin de ranger, tu vas peut-être voir, voilà, admettons que tu vois juste ces deux choses, tu vois, les plantes que tu dois arroser. Tu fumes, et tout d'un coup, les glaces qui sont dans ton frigo ont pris x3 en valeur.
Elles sont tout d'un coup beaucoup plus intéressantes. Tout d'un coup, les vidéos sur YouTube de trucs cons qui se passent, des zappings ou des trucs comme ça, j'en sais rien, je sais pas exactement ce que tu mates quand t'es fonce D, mais ça a pris beaucoup plus de valeur. Tout d'un coup, les discussions avec un de tes potes a pris beaucoup plus de valeur, ça devient beaucoup plus intéressant. En gros, ta pyramide de valeur, si tu veux, elle change. Les choses qui sont au sommet, c'est plus les mêmes choses que celles qui sont au sommet quand t'es sobre. Et vu que les choses qui sont au sommet sont différentes, bah c'est ça en fait, c'est tout l'intérêt d'être défoncé. Mais moi, le problème que j'avais dans ma vie, si tu veux, pendant longtemps, c'est que j'avais de la peine à déterminer une direction dans laquelle je voulais aller. Et en fait, quand tous les soirs, je fumais et je réfléchissais à ma vie en étant défoncé, en fait, je réfléchissais à ma vie en ayant une pyramide de valeurs qui était différente de la pyramide de valeurs que j'avais quand j'étais sobre. Donc en gros, j'étais défoncé, j'étais dans mon lit, j'étais en train de réfléchir à ma vie, j'étais là, putain, ok, tu veux quoi, c'est quoi le but et tout, vas-y, ok. Et le problème, c'était que j'établissais une stratégie, je faisais des raisonnements qui, au final, quand j'étais sobre, ben, ils tenaient pas vraiment. Et souvent, j'avais l'impression, le soir, j'étais là en mode ok, putain, j'ai compris, j'avais un élan de motivation, j'étais là, ok, demain, du coup, j'arrête de fumer, je fais ci, je fais ça, nanana. Et en fait, je repartais dans le même cercle de merde, en fait. Parce que l'exercice méditatif de me poser et de me demander ce que je voulais, je le faisais quand j'étais défoncé, mais je le faisais pas quand j'étais sobre. Et vu que je le faisais quand j'étais défoncé et que le lendemain, bah, j'étais sobre en me levant, bah, j'étais juste plus embrouillé qu'autre chose en fait. Et moi, ça c'est un truc que je savais pas en fait. Ça a été la grosse surprise quand j'ai arrêté de fumer parce que je m'attendais pas à ça. Moi, je pensais surtout que j'allais gagner du temps parce que j'éviterais de me mettre hors service pendant 2 heures tous les soirs. Et c'est pour ça en fait que j'ai arrêté de fumer parce que je voulais réussir mes études de droit. J'étais dos au mur, j'avais plus d'autre choix. Mais au final, j'ai découvert que j'étais juste 100 fois plus motivé parce que j'étais juste all-in en fait dans une seule réalité. J'avais pas différentes pyramides de valeurs. J'en avais une. De temps en temps, c'est important de pouvoir la remettre en question. C'est pour ça que je pense que ça peut être intéressant de fumer de temps en temps. Tu sais, il y a plein d'auteurs qui sont des avocats pour justement le cannabis et pour les psychotropes de manière générale, qui vont t'expliquer comme un bonhomme qui s'appelle Terence McKenna, le gars qui a écrit un livre qui s'appelle Food of Gods, c'est un livre que j'aimerais bien lire. En fait, c'est un livre qui t'explique, qui te théorise de manière très claire, qui te dit que nous, les êtres humains, on a développé le niveau de conscience qu'on a actuellement, par opposition à d'autres animaux, à d'autres grands singes par exemple, parce qu'à un certain moment, certaines populations de singes ont ont évolué dans des régions dans lesquelles poussaient des champignons psychotropes et qu'on a juste bouffé ces champignons en quantité. Et tu sais, ceux qui ont déjà pris des champignons psychotropes, ceux qui ont déjà goûté de la psilocybine le savent du coup, le niveau de conscience quelque part supérieur que tu peux atteindre. Différent. Je ne vais pas dire supérieur, je vais plutôt dire différent. Tu as une perspective où tu as l'impression d'être intensément plus connecté à la vie. Tu vois, tu as l'impression de te faire retirer un peu des œillères. C'est un peu... je ne vais pas m'étaler sur ce sujet. J'aimerais bien faire un podcast qui est dédié un peu plus à la drogue et je pense qu'il y en aura plusieurs. Mais voilà, dans l'idée, ce bonhomme, du coup, Terence McKenna, est un avocat du fait de fumer de la weed, mais d'en fumer une fois tous les mois, le plus possible, et droit derrière de te poser dans une pièce noire et juste de méditer. Donc pour lui, c'est comme ça qu'on devrait consommer de la bœuf. C'est pas tous les jours fumer un pet en le mélangeant avec du tabac ou tu mélanges 2 drogues, tu crées une addiction, une dépendance à la nicotine, même si tu t'en rends pas compte. Tu es juste en train de te péter le crâne tous les soirs, où au final, tes pets, ils te défoncent même plus vraiment et tu n'as plus vraiment d'expérience de trip en fait. Alors que tu peux avoir des gros trips à la weed. Tous ceux qui ont fumé, vous le savez. Hein. Bref, dans l'idée, en gros, moi, c'est ça. C'est le problème que j'avais avec la weed, c'est que je savais que ça déstructurait mes pensées, ça m'empêchait juste d'avoir une vision claire. Donc, du moment que c'était ponctuel, ça me gênait pas, parce que j'avais le temps d'atterrir et de réfléchir aux choses qui étaient importantes pour moi et de déterminer une direction et d'avancer vers elle. Mais de manière régulière, ça me posait problème. Bref, cette fille me propose de fumer chez elle le soir. Enfin, dans sa chambre le soir. J'accepte. Je me dis, écoute, t'es en été, tu viens d'avoir ton bachelor, t'as fait le taf, honnêtement, cette année. T'es parti faire un échange à Zurich, t'as réussi à faire une année en allemand avec quelques cours en anglais, alors que c'est pas une langue, enfin, l'allemand, c'est pas une langue que tu gérais, t'as réussi ça et t'as ton bachelor en droit. T'es un boss. C'est bon, on va fumer. Du coup, je suis allé fumer avec elle. On fume, on discute, on a fait des exercices de stretching, de méditation. Et au final, on s'est très bien entendu. On a eu des discussions, on a beaucoup parlé ce soir-là.
Et c'est pendant ce soir-là, du coup, que je lui ai expliqué ma situation. Tu vois, dès le début, c'est un truc que... À nouveau, là, c'est peut-être... C'est marrant de te parler de ça dans le podcast, et je pense que ça peut ouvrir plein de discussions, donc n'hésite pas, une fois de plus, à me faire laisser des remarques dans les commentaires YouTube. Est-ce que c'est parce que j'ai l'impression d'avoir suffisamment de valeur aux yeux d'une fille que je me permets de faire ça, ou est-ce que c'est parce que je suis une bonne personne? Je ne sais pas. Tu vois, je me suis souvent dit que la raison pour laquelle je me permettais d'être transparent et d'être clair avec les filles que je rencontrais, je me suis souvent dit, ah mais c'est parce que t'es un gars bien, tu vois. Et souvent, j'ai une voix dans ma tête qui me dit, non, c'est pas parce que t'es un gars bien, c'est parce que tu sais que même en étant 100% franc et cash, tu vas pas te faire claquer la porte au nez, en gros. Donc à nouveau, c'est une question intéressante, tu vois. Et on pourrait en parler, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Simplement, moi, ce qui s'est passé avec cette fille, c'est que ce soir-là, je lui ai dit, écoute, moi, ça fait 2-3 semaines que j'ai rompu avec mon ex. Enfin, c'est pas moi qui ai rompu, on a rompu. C'était juste un chaos, en fait. Genre, en fait, on s'est juste... Bon, on en parlera un peu avec Christelle, un peu de comment s'est passée cette rupture, mais c'était juste un bordel cette journée. C'était vraiment de la merde. Vraiment, s'il y a bien une journée que j'aimerais pouvoir refaire, où j'aimerais garder un peu plus mon sang-froid, et j'aimerais que les choses puissent se passer différemment, ça aurait été cette journée. Bref, je lui dis que voilà, que c'est terminé récemment avec mon ex, et que je sais pas du coup quoi vraiment faire de cette information-là. Moi, je sais que je suis là, dans sa chambre, qu'elle me plaît. Mais pourquoi est-ce qu'elle me plaît? Est-ce que c'est parce que j'ai un vide émotionnel du fait que je sois séparé? Toutes ces questions, moi, j'en sais rien, tu vois. Je sais juste qu'elle me plaît, mais voilà, je balance juste l'information et je lui dis en gros, deal avec ça. Si tu veux, on peut en parler. Moi, je suis ouvert à en parler, mais je te laisse savoir ça, histoire que tu aies l'information, parce que j'avais pas envie de lui... J'ai pas de raison, en fait, de lui cacher quelque chose, tu vois. Et de manière générale, en fait, et à nouveau, tu vois, est-ce que... Moi, j'ai l'impression que la franchise, c'est quelque chose qui marche de fou, en fait. À partir du moment où t'es juste vrai, où t'as la vérité pour te back up, en vrai, tu peux être cool. Le seul moment où la vérité, elle est chiante, c'est quand t'as fait de la merde. Mais là, en l'occurrence, c'est pas de ma faute, hein, que je me sois séparé de mon ex 3 semaines après. C'est juste un fact. Et à partir un fait. À partir de ce moment-là, je pouvais juste le lui dire comme ça. Bref, du coup, on discute beaucoup. Enfin, tu vois, dans le sens où, quand je te dis on discute beaucoup, c'est pas on a parlé de je sais pas, de sa couleur préférée, ou j'en sais rien. On a parlé de choses profondes, on a parlé de relations de couple, ce genre de choses. Pardon. Excuse-moi, j'espère que t'entends pas ces bruits de digestion, mais je suis vraiment en train de... Là, je suis sur les derniers jours de ce Fit to Fat. Je vais enfin pouvoir perdre du poids, parce que j'en ai vraiment marre. J'en ai vraiment hyper marre de manger tout le temps. C'est juste horrible. Là, je suis même un peu assommé, là, tu vois, tellement j'ai mangé ce soir, parce que j'ai envie d'atteindre mon objectif, et j'ai pas le droit de vous dire ce que c'est mon objectif tant que la vidéo est pas sortie. Elle sortira le 15 mai sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, abonnez-vous à mon Instagram et à tous mes réseaux sociaux, mettez-moi des likes sur YouTube. Partout. Bref, on discute, on passe une bonne soirée, et au final on dort ensemble ce soir-là. Et les soirs suivants aussi. Donc en fait, c'est une relation qui a commencé très rapidement. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, cette fille, c'était ma coloc, tu vois. Donc c'était beaucoup trop simple tous les soirs, en fait, de passer la soirée avec elle et de dormir avec elle. Elle était déjà là, elle habitait là, tu vois. Et du coup, tous les soirs, on fumait et on passait la soirée ensemble, en fait. Et tant que c'était l'été, moi, ça allait. J'arrivais encore quelque part à, comment on dit, make sense of it. J'arrivais à me justifier à moi-même le fait que je sois en train de le faire. Je me disais, non, mais c'est bon, t'as géré ton année, là, c'est l'été, c'est les vacances, détends-toi un peu, tu peux te permettre de le faire. Et en plus de ça, moi, tous les matins, il faut savoir que pendant mes vacances d'été, mes journées, je les passais pas à rien faire, en fait. Mes journées, je bossais. Genre, je me souviens, les premières fois que je me suis réveillé avec cette fille, je lui disais, tu vois, des fois, on restait un petit peu dans le lit ensemble, mais souvent, assez rapidement, je disais, écoute, moi, je vais aller dans la pièce commune, je vais aller me faire un café, parce que on avait juste des chambres dans cette résidence, tu vois, j'avais pas une machine à café dans ma chambre, donc il fallait que je parte dans la pièce commune. Je disais, je vais aller là-bas et je vais aller bosser. Et elle m'a avoué d'ailleurs, genre plus tard dans notre relation, qu'elle pensait que je faisais ça pour l'impressionner, tu vois. Alors que moi, au moment où je l'ai fait les premières fois, j'avais pas honte de ça.
Mais je savais que c'était un peu chelou, si tu veux, parce que tiens, j'étais en vacances, elle me disait mais tu vas bosser quoi? Et je disais ouais, je vais apprendre du russe. Elle savait que j'apprenais le russe, tu vois. Et d'ailleurs, elle-même, et ça c'est un fact assez drôle, elle-même, elle avait appris du russe, donc elle connaissait des trucs en russe. Elle avait appris de l'arabe aussi. Elle avait appris du français. Et tout ça, elle l'avait fait en mode full autodidacte, tu vois. C'est elle qui avait décidé de le faire. Donc cette fille, elle parlait anglais, elle avait un bon niveau d'anglais. Elle parlait portugais, parce que elle est brésilienne. Sa troisième, et elle parlait ensuite allemand-anglais. Elle parlait allemand parce que ses études étaient en anglais, mais son stage, par exemple, à Zurich, c'était en allemand. Donc elle avait quand même des bonnes bases d'allemand, et elle parlait français. Et elle apprenait le français avec moi. Et on avait installé l'app Duolingo, tu vois. Moi, je saignais le russe sur Duolingo, et elle saignait le français sur Duolingo. Des fois, je me foutais de sa gueule, tu vois. Je disais des phrases genre « La fille est intelligente », tu vois, parce que c'est un peu le genre de phrase que... Ah non, je sais dans quel contexte j'avais fait cette blague. Bref, maintenant que j'ai commencé à la raconter, je suis obligé de la finir. Mais en gros, elle adorait le fait que je lui parle en français quand on faisait l'amour. Et pour lui faire une blague, si tu veux, je lui ai lâché genre des phrases de Duolingo, tu vois, genre les phrases... Duolingo, c'est une application qui te permet d'apprendre les langues, si tu veux. Et des fois, t'as des phrases qui te sont répétées avec une voix un peu robotique, et je lui ai lâché des phrases comme ça, et puis, bref, on se marrait. C'est drôle, tu vois, genre, on rigolait. Le sexe, ça peut être drôle aussi. Moi, je fais des blagues des fois. Bref. Bref. Donc, au début, justement, moi, tu vois, pendant l'été, ça avait beau être l'été, moi, je bossais toute la journée, mais le soir, voilà, on se retrouve ensemble, et puis on fumait. Et souvent, et d'ailleurs, du coup, ce qui a été cool, c'est que elle venait bosser avec moi au bout d'un moment. Je disais, tu vois, elle se levait le matin, moi je partais, j'allais, je bossais, elle, 30 minutes, 1 heure plus tard, elle me rejoignait, elle se posait, elle prenait un café, et elle apprenait le français, ou elle faisait des trucs, tu vois. Et je trouvais ça trop cool, parce que je voyais cette fille qui, honnêtement, elle en a chié, cette fille. Genre, elle a été élevée par un père seul, avec 2 petites sœurs, pas dans une famille riche, et il lui est arrivé des trucs par concours de circonstances, rencontrer des gens enfin bref, elle a eu un passé particulier, tu vois, d'après mes standards de Suisse, tu vois, en tout cas. Mais ouais, elle a eu un passé vraiment particulier. Et du coup, de la voir justement bosser pour faire les choses bien, cette fille, elle forçait le respect. Et ça, je trouvais trop stylé, parce qu'elle n'était pas dans une logique de victime. Elle était là en mode... elle détestait, tu vois, genre qu'elle voulait pas qu'on la prenne pour une victime. Elle était là en mode non, moi je fais mes trucs et tout. Elle assurait trop, putain. Ok. Donc de là, voilà, on passe l'été à fumer. Quand termine l'été, moi je vais commencer mes cours, tu vois. J'allais commencer mon master à l'université de Zurich. Et là, je réalise que... Au fait, je pense que tu as remarqué, le podcast est long, parce que j'ai mon pote Eric, en fait, qui est venu me rendre visite à Barcelone. Et j'ai discuté avec lui, et puis... Et en fait, il m'a un peu fait réaliser qu'en fait, les gens adorent les podcasts longs. Et même, j'ai commencé à écouter un peu plus de podcasts, à suivre des podcasts sur YouTube, des podcasts français, chose que je ne faisais pas avant. Et j'ai remarqué que moi aussi, j'aime bien quand c'est long, les podcasts. Donc, je ne vais pas me limiter au niveau du format audio, enfin de la durée, si tu veux, de l'épisode. Je ne vais pas me brider. Peut-être je vais me brider. Je ne vais pas faire des épisodes de 3 heures non plus, tu vois. Mais je vais me chauffer en tout cas, et puis voilà, tu vois, l'épisode, il y a moyen que ce soit le plus long qui a existé jusqu'ici, donc allez, adelante. L'été commence, du coup. L'été commence, pardon. La rentrée en septembre. Moi, je commence mon master. Donc je vais en cours de master, et ce qui se passe en fait, c'est qu'au moment où je commence mon master, j'ai envie d'arrêter de fumer. Parce que je sais que pendant tout l'été, j'ai fumé. Je suis pas fier de ça. Alors ok, ça a été à chaque fois le soir. Peut-être une chose que je devrais préciser, c'est que Loua, elle, fumait souvent pendant la journée, parfois le matin, rarement, mais parfois le matin, et toujours le soir. En fait, elle fumait beaucoup. Ça faisait des années qu'elle fumait, et pour elle, c'était très ancré, si tu veux, dans sa vie. Moi, j'ai jamais pu fumer pendant la journée, par exemple. C'est un truc qui m'énerve. Je suis pas productif quand je fume. Je peux fumer à la limite le soir. Ça me détend, ça me calme. J'aime bien peut-être je fais une association aussi, si tu veux, avec le soir, détente, la fumée. Et puis, du coup, c'est comme ça. Mais genre, fumer la journée, j'arrive pas. Mais du coup, voilà. Genre, la rentrée, on arrive à la rentrée. Et je me dis, ouais, j'ai envie d'arrêter de fumer. Et j'arrive pas, en fait. J'arrive pas parce que j'ai pas la force, j'ai pas la discipline nécessaire pour dire non, alors que j'ai cette fille qui est avec moi, en fait.
c'était juste beaucoup trop tentant de pouvoir fumer avec quelqu'un quand en plus c'est ta copine, quand en plus enfin, t'es juste en mode full détente, tu vois, vous fumez, t'es là, vous faites des câlins, tu mates un film, j'étais, c'était trop facile, tu vois, trop facile de rester là-dedans. Et du coup, j'arrivais pas à arrêter. Mais je commence mes cours et je fais quand même les choses bien, tu vois. J'ai quand même l'impression de bien gérer le truc. Jusqu'au mois de, allez, octobre, novembre peut-être, novembre 2019, où là, arrive le moment fatidique de s'inscrire aux examens et je réalise que j'arrive pas à m'inscrire aux examens. Je pense qu'il s'agit d'un bug, donc je me pointe au secrétariat de l'université de Zurich et je leur dis écoutez, j'arrive pas à m'inscrire aux examens. Et elle a la tête qu'elle me tire, la secrétaire. Elle me dit vous êtes étudiant à Lausanne? Enfin, elle me dit en allemand. Et je dis ouais. Et elle me fait ok, donc est-ce que vous êtes inscrit auprès de l'université de Zurich en début d'année? Et je lui dis bah non, je me suis inscrit au master Lausanne-Zurich, mais je suis étudiant à la base de Lausanne, donc je me suis matriculé auprès de l'université de Lausanne. Et j'ai accès à tous mes cours en fait. J'ai les mots de passe, j'ai l'adresse email de l'université de Zurich et j'arrive à télécharger tous les documents sur le site de l'université de Zurich. Donc à ce niveau-là, j'ai pas trop de problème. Elle me dit non, mais vous deviez aussi vous inscrire en plus à l'université de Zurich. Et là, je lui dis mais ça veut dire quoi? Elle me dit bah en fait, vous pouvez pas vous inscrire aux examens parce que théoriquement, pendant ce premier semestre, vous étiez censé suivre des cours à l'université de Lausanne. Le master que je faisais en fait, c'était un master bilingue. C'était un master Lausanne-Zurich. Donc Lausanne et Zurich, c'est 2 villes en Suisse. Il y a 2 universités, une à Lausanne, une à Zurich du coup. À Lausanne, l'université est en français. À Zurich, l'université est en allemand, avec des cours en anglais aussi. Et le master que j'étais censé suivre, c'est un master qui donnait la moitié des cours sur lequel en fait je devais suivre, grosso modo, la moitié de mes cours dans une université francophone et l'autre moitié de mes cours dans une université germanophone. Et moi, j'avais envie de commencer par la partie germanophone, vu que je terminais mon bachelor. Le bachelor, c'est la licence, en fait. Depuis tout à l'heure, je dis bachelor, mais je sais qu'en France, vous appelez ça la licence, si jamais tu étais confus à cause de ça. Je terminais du coup ma licence en allemand, donc j'allais directement enchaîner sur une année de plus en allemand et venir terminer mon master en français, tu vois, c'était l'idée. Et en fait, j'étais censé... J'en ai parlé sur YouTube en plus de ce truc. Mais voilà, j'étais censé m'annoncer auprès de l'université de Zurich. Et la raison pour laquelle, moi, j'ai pas eu la puce à l'oreille, parce que tous mes identifiants marchaient, je pouvais télécharger les slides de cours, j'avais l'impression que j'étais correctement immatriculé. Mais c'est simplement parce que mes identifiants de l'année passée, donc de fin de bachelor, étaient encore valables pendant genre 3-4 mois après la fin de mon bachelor, en fait. Donc, moi, ça m'a donné l'impression, ça m'a fait croire que j'étais immatriculé à l'université de Zurich. Bref, je réalise qu'en fait, non, je suis en train de faire tout ce que je suis en train de faire là, entre guillemets, pour rien. Quelque part, j'étais en semestre d'automne, tu vois, le semestre qui commence en septembre, on appelle ça le semestre d'automne à l'université. L'autre semestre, c'est celui de printemps, c'est celui qui commence en février. Bah, le semestre d'automne, j'allais pas pouvoir le valider parce que j'allais pas pouvoir m'immatriculer aux examens. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais pas continuer à suivre des cours pendant 3 mois si je peux pas me présenter aux examens derrière, vu que de toute façon, je vais devoir passer ces examens du semestre d'automne en automne de l'année prochaine, donc en automne 2020, et que, ben, si je vais suivre les cours passer les examens en automne 2020, ben, faudra que je suive les cours en automne 2020. Enfin, c'est ce qui est le plus intelligent à faire. Je vais pas suivre les cours en automne 2019 et ensuite me pointer en 2020, genre une année après, et passer des examens, j'aurais tout oublié. Enfin, pas tout oublié, tu vois, mais bref, tu vois l'idée. Donc je me dis, ben, il faut que j'arrête l'uni et puis que le temps que le semestre de printemps commence, donc en attendant février 2020, il va falloir que je me trouve un truc à faire. Et heureusement, j'ai pas eu à beaucoup me poser la question, en fait, tu vois, parce que il se trouve qu'en Suisse, les hommes ont la responsabilité de participer au fonctionnement et à la défense du pays via un service militaire et un service civil. C'est-à-dire qu'on te fait passer des tests quand tu as 18 ans, j'ai déjà expliqué tout ça sur une vidéo YouTube, mais quand tu as 18 ans, on te fait passer des tests. Et si tu es jugé comme étant apte, c'est-à-dire que si tu n'es pas trop con et si physiquement tu souffres pas d'un handicap,
tu vas devoir effectuer un service militaire. Si tu as un problème avec ton service militaire, c'est-à-dire une objection de conscience, si tu n'aimes pas les armes à feu ou si y a un truc qui te déplaît là-bas, grosso modo, parce que c'est assez simple d'esquiver le service militaire, tu vas pouvoir faire un service civil, mais qui dure 1 fois et demie la durée du service militaire. Pour faire court, service militaire c'est 300 jours, service militaire c'est 450 jours. Ça va peut-être changer entre le moment où j'enregistre ce podcast et le moment où j'ai effectué moi mon service, mais c'était comme ça à l'époque en tout cas. Et à mon avis c'est toujours comme ça, parce que ça fait pas si longtemps que ça non plus. Moi j'avais fait mon service militaire, j'avais fait quoi, 6-7 mois. Et j'avais switché ensuite au service civil pour différentes raisons dont j'ai parlé dans une vidéo YouTube, donc je développe pas ici. Donc en gros, il fallait que je fasse du service civil. J'avais jamais fait du service civil. Et là, je me dis, c'est le moment parfait en fait. Je vais faire mon service civil en allemand. Je vais faire mon service civil dans une entreprise. En fait, tu vas aider une entreprise, un home pour personnes âgées, une garderie, tu vas aider un café qui sert des cafés à l'armée du salut, si tu veux. Tu vas aider des institutions sociales en fait. Tu vas aller travailler avec des gens qui travaillent dans le social et tu vas juste aider à la population en fait. Tu es dédommagé, tu touches ce qu'on appelle des APG, c'est des assurances perte de gain, c'est-à-dire que tu vas être payé en gros que dalle, mais en gros pour pas que tu meurs non plus, tu vois, donc tu touches pas un salaire, hein, t'es un esclave. Grosso modo, t'es un esclave en fait. Enfin, t'es un esclave. C'est en gros, on te dit, en fait, tu peux pas choisir ce que tu fais de ton temps. C'est assez fou, hein, à part ça, moi, comme sentiment, l'expérience a été hyper complètement dingue parce que j'ai trouvé une place dans un travail complètement dingue et c'était génial. Mais psychologiquement, c'est très dur, en fait, de te dire que l'état dans lequel tu vis a littéralement le pouvoir juste de claquer des doigts et de te dire, en fait, fuck ta vie, tu mets tes intérêts personnels de côté. Ah, Léo, tu veux faire un truc pendant ces 3 mois, tu vas aller travailler, mettre de l'argent de côté, développer un projet, ta chaîne YouTube ou autre. Non. Tu vas aller travailler là-bas et on va te payer une misère. Vraiment, on ne te paye rien du tout, tu vois. Après, l'avantage, c'est que tu ne payes pas ton assurance maladie. L'assurance maladie, c'est assez cher en Suisse. C'est 450 francs, je crois que je paye un truc comme ça. Non, un peu moins, genre 315. Bref, je ne sais plus à l'époque combien je payais exactement, mais voilà, je ne payais pas l'assurance maladie. Bref, moi, je sais que je vais devoir faire ce service civil. Je sais qu'il me restait environ 3 mois de service civil à faire, un petit peu moins. Donc, je me dis, vas-y, go, c'est le moment. Je vais faire mon service civil à Zurich. En un week-end, j'ai envoyé 50 lettres de motivation à 50 boîtes différentes. Donc j'ai refait mon CV, j'ai été chercher sur le site du gouvernement suisse qui répertorie la liste des établissements qui acceptent de prendre des civilistes, comme on les appelle. Et du coup à Zurich, il y en avait une tonne, tu vois, parce que Zurich c'est une grande ville. Donc j'ai vraiment sélectionné tous les établissements qui me paraissaient intéressants, là où j'aurais été chaud à partir bosser. Et j'envoie mes demandes. J'explique, là, je suis étudiant en droit, je parle plutôt français, je parle allemand, mais pas vraiment suisse-allemand, même pas du tout. Donc qui est OK pour me prendre? Donc j'ai essuyé pas mal de refus à cause du fait que je parlais pas suisse-allemand, mais j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont accepté. Et je me souviens que vraiment en un week-end, j'ai vraiment bourriné ce truc. J'en suis super fier en fait parce que j'ai vraiment fait en fait la technique que tu devrais faire si tu cherches du taf, quoi. Tu bourrines juste comme un enfoiré, t'envoies juste un maximum, t'envoies dans la quantité et une personne sur 20 va te répondre. Mais si tu fais ça suffisamment de fois, au bout d'un moment, ça accroche. SARS-CoV-2. Bientôt dans vos oreilles. Pardon. Donc voilà, je trouve une place dans une garderie. Donc c'est un truc que j'ai jamais fait. Mais je me suis retrouvé en fait à bosser avec des enfants, enfin à m'occuper d'enfants de 4 mois à 4 ans. Une expérience magique, ultra magique. C'est là que j'ai vraiment eu la confirmation de la vie que je voulais avoir des enfants et que je voulais en avoir plein. Parce que je savais, tu vois, depuis... j'avais à l'époque, tu vois... à l'époque, c'est l'année passée. Hein. Non, c'était fin 2019, du coup, entre novembre, décembre et janvier 2019, en fait, c'était ces 3 mois où j'ai travaillé dans cette garderie, novembre, décembre 2019 et janvier 2020. Et moi, j'avais 26 ans. Aujourd'hui, j'en ai 27, tu vois, donc c'était il y a pas longtemps. Et je me suis vraiment dit à ce moment-là, putain, mais les gosses, c'est tellement génial. J'allais au travail, à ce truc-là qui me payait rien, donc c'était pas vraiment un travail. J'allais là-bas et souvent j'étais fatigué, tu sais, j'étais saoulé, j'avais pas envie d'y aller, tu vois, parce que je le vivais très mal en fait. Pour moi, c'était une atteinte à ma liberté et je le vivais super mal. Parce que si j'étais à l'uni, par exemple, un jour je voulais pas aller en cours, j'allais pas en cours. Je pouvais bosser le truc depuis la maison, je pouvais me trouver un moyen de rattraper le truc. Tu vois, il y avait toujours un truc que je pouvais faire. YouTube,
j'ai toujours beaucoup travaillé pour faire des vidéos, pour faire des scripts, pour préparer des trucs. Tu vois, là par exemple, je suis en train de te faire un podcast, c'est du travail entre guillemets, mais ça me plaît et j'ai la discipline de te le faire un samedi soir à 23h parce que c'est moi qui décide de le faire, tu vois. Mais le fait de me dire que j'ai pas le choix, que je vais devoir y aller et que si j'y vais pas, bah, je vais avoir ça, c'est un truc que je peux pas. C'est pour ça que je suis fait, à mon avis, pour être entrepreneur. Parce que avoir un travail auquel je suis obligé de me pointer, ça me gonfle, en fait. C'est pas possible. Aujourd'hui, tu vois, j'ai la chance, si un jour je me lève et je passe une sale nuit, je suis fatigué, ben, je décide, je travaille pas. C'est bon. Je peux décider de faire ça. Je peux me le permettre. Donc ça, c'est cool. Bref, je vivais très mal ce truc. Surtout qu'à l'époque, j'avais envie de remettre un petit peu du feu, si tu veux, dans la machine YouTube. Loua m'encourageait beaucoup à le faire. Et j'avais commencé à le faire, il me semble, du coup en fin 2019. Mais là, je pouvais plus, tu vois. Je pouvais plus rien faire parce que je devais passer mon temps à aller bosser dans cette crèche. Donc parfois, le matin, je n'étais pas motivé à y aller. Mais à chaque fois que je ressortais là-bas le soir, j'étais à chaque fois tellement heureux. Et en fait, je me suis fait la réflexion une fois, je me suis dit, c'est marrant parce que tous les matins, enfin, chaque soir, quand je quitte cet endroit, je suis plus heureux que quand je suis arrivé. Alors peut-être j'étais content de partir, tu vois, mais j'ai vécu des moments incroyables avec les petits là-bas. C'était juste complètement magique. Je vous ai déjà raconté des anecdotes dans des lives, mais c'était vraiment des super beaux moments. Ensuite, voilà. Je termine mes 3 mois de service civil, on est en janvier. Au même moment en janvier, Louana termine son stage. Elle repart à Lucerne, qui est une autre ville en Suisse, pour repartir pour 6 mois de cours. Et à ce moment-là, je ne vais pas détailler les raisons, mais on s'est séparés avec Loa. Moi, du coup, j'ai arrêté de fumer. Et en février, je reprends les cours. Je fais 1 mois de cours, février-mars. Et le 16 mars, on annonce la fermeture 16 mars 2020, donc de l'année passée, on annonce la fermeture des universités en Suisse à cause du coronavirus. J'ai fait une semaine... J'ai fait une semaine de cours à distance et j'ai fait une story sur mon Instagram où j'expliquais comment, à partir du moment où les cours allaient être suivis à la maison, j'avais décidé de me refaire un planning en fait. Et j'avais décidé de reprendre simplement un truc sur Google Calendar. Moi, en l'occurrence, j'utilisais le planning de Apple, si tu veux, l'application calendrier. Et juste, je me faisais des plages horaires et je décidais ce que j'allais faire. Là, je m'entraîne, là, je bosse ci, là, je bosse ça, là, je vais lire, là, je vais faire ça. Et je me faisais juste un calendrier genre hyper précis de ce que j'allais faire pendant ma journée et pendant ma semaine, en fait. J'étais obligé d'instaurer un peu d'ordre dans cette période ultra chaotique où tu ne savais plus quoi faire. Tout le monde perd ses repères. Hein. Quand tu passes en télétravail du jour au lendemain, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais quand du jour au lendemain, tu ne suis plus les cours à l'uni, mais vous vous souvenez un peu du changement que ça a fait dans nos vies ? Quand tout d'un coup, on savait plus où on était, tu vois, on était là en mode waouh, putain, tiens, on doit suivre les cours à la maison, on travaille à la maison, c'est quoi ce truc ? Moi, j'ai rapidement eu le réflexe de me dire, ok, ça sent le chaos, il va falloir que je mette de l'ordre dedans, donc je vais juste me faire une routine parfaite. Donc je parle de ça, tu vois, je parle de ça sur Instagram. Et ça inspire une tonne de monde, je reçois des retours genre juste complètement dingues. Donc au même moment, je sors une vidéo sur YouTube qui s'appelle Vis ta meilleure journée grâce au calendrier, un truc dans le genre, tu vois, genre je fais un titre comme ça. La vidéo n'a pas fait beaucoup de vues, mais j'ai eu tellement de plaisir en fait à produire cette vidéo. Et pendant la production de cette vidéo et pendant le tournage, on sent d'ailleurs dans la vidéo que je suis de bonne humeur, tu vois. Je me suis dit non mais en fait Elio, genre tout l'effort que tu es en train de mettre, toute cette discipline que tu as, qui t'a permis justement de faire ton bachelor, ta licence en droit, et qui te permet de bosser sur ton master, si tu la mettais dans tes projets perso, dans ces trucs qui te font vraiment vibrer. Parce que pendant toutes mes études, je me suis posé la question. Depuis le début de mon bachelor, je me suis dit, mais est-ce que ce serait pas plus intéressant de me mettre à 100% sur YouTube ? À chaque fois, j'avais le cul un peu entre deux chaises, tu vois. J'étais en mode, soit je me mets à 95% dans le droit et à 5% dans YouTube, et à ce moment-là, ça passe, et c'est à peu près ce que j'ai fait, tu vois, genre pendant toutes mes études. Soit je fais un 50-50, mais à ce moment-là, le droit, il demande plus de temps, donc je vais pas réussir mes études de droit. Donc en fait, j'avais juste une chaîne YouTube qui tournait à moitié, et mes études du coup sur lesquelles je mettais l'accent, mais j'étais pas exceptionnel dans les études non plus parce que je faisais pas le dernier petit truc qui aurait pu faire la diff, vu que ce dernier petit truc qui aurait pu faire la diff, je le mettais dans ma chaîne YouTube. Enfin bref, j'ai toujours eu le cul un peu entre deux chaises pendant mes études, et ça, petite anecdote, petit aparté, pardon. Ma première année de droit, j'ai tout explosé. La deuxième, j'ai un peu moins tout explosé. Alors je l'ai réussi, j'ai réussi, mais j'ai moins tout explosé qu'en première.
Et je pense que c'est justement parce que j'ai commencé à mettre un peu plus d'énergie dans ma chaîne YouTube. Et la troisième, du coup, c'était particulier parce qu'elle était en allemand. Donc voilà, je n'ai pas vraiment fait de vidéo pendant cette période. Mais voilà un peu comment s'étaient déroulées mes études jusqu'ici. Donc voilà, je me dis, est-ce que tu n'aurais pas meilleur temps de passer en fait en mode YouTube? Et au même moment, en fait, à cette période précise, je rentrais dans la phase de renégociation de mon contrat avec mon sponsor, qui est MyProtein. Je vous en parle un petit peu, tu vois, souvent je vous dis, je vous explique qu'on a des bonnes réductions, je vous propose d'utiliser mon code. Et au même moment, je me dis, ben putain, au même moment, en fait, ce que je réalise pendant cette négociation, c'est que j'ai la possibilité, en discutant avec le responsable là-bas, j'ai la possibilité, si je me mettais un peu à parler de ce sponsor, de générer du revenu et de vivre avec ça, là, maintenant, tout de suite. Et là, je me dis, ben, en vrai, go. C'est soit je continue dans le droit, enfin arrête de faire les choses à moitié. Soit tu continues dans le droit, soit tu acceptes que tu es un mec un peu border, un peu créatif, qui a besoin de faire des trucs un peu nouveaux. Tu vas choisir le choix de carrière peut-être pas forcément hyper logique, tu vois, genre qui arrête des études de droit pour devenir youtubeur, tu vois. Je sais qu'aujourd'hui c'est peut-être un peu plus logique, un peu plus courant, tu vois, comme petite histoire qu'il y a peut-être 20 ans en arrière, tu vois, mais quand même, tu vois, moi pendant 4 ans dans ma tête, j'allais finir avocat. Tu vois, c'était un peu ce qu'il y avait dans ma tête. Et là, je me dis, ben vas-y, tu sais quoi, lance-toi là-dedans. Et donc, je fais une vidéo dans laquelle je vous explique que j'arrête mes études, que pour vivre de ça, ben, je compte sur les revenus de la chaîne YouTube, sur ci, sur ça. Je compte quitter la Suisse parce que la vie en Suisse est trop chère. Et je compte sur mon sponsor parce que je vais pouvoir gagner de l'argent grâce à mon sponsor si vous utilisez mon code et passez par mon lien quand vous faites des commandes sur le site de MyProtein. Donc voilà comment je me suis retrouvé youtubeur. Et à partir de là, il s'est passé plusieurs trucs. À partir de là, ben, vous connaissez à peu près l'histoire. Je suis parti travailler à Nice un temps avec un monteur et cadreur vidéo qui s'appelle Robin. Ensuite, j'ai arrêté de travailler avec Robin. Je suis parti à Barcelone en vacances avec des amis. Enfin, des amis m'ont invité en vrai 5 jours en vacances. J'en ai profité pour reprendre contact avec un monteur cadreur qui s'appelle Florentin, qui m'avait déjà contacté en mars en fait, au moment où j'avais fait l'annonce. J'avais dit que j'arrêtais YouTube et que du coup si quelqu'un était chaud à bosser avec moi, à m'aider au niveau du montage, ben j'étais partant. Et à ce moment-là, ce Florentin m'avait écrit et je lui avais dit, écoute Flo, je peux pas bosser avec toi parce que je vais bosser avec un mec qui s'appelle Robin. Florentin m'a dit ok, pas de souci. Mais du coup, quand je suis allé à Barcelone, je bossais plus avec Robin. J'ai repris contact, enfin Florentin a repris contact avec moi suite à ma vidéo sur le regret. Je fais une vidéo sur le regret en fait qui est disponible sur ma chaîne YouTube, dans laquelle je dis que je suis toujours à la recherche de gens compétents. Et je parlais de la discrimination, si tu veux, par rapport au tatouage. Et je disais que vu que je suis tatoué, j'acceptais l'idée que j'allais me faire discriminer, si tu veux, par des gens qui allaient porter plus d'attention au fait que je sois tatoué qu'à mes compétences réelles. Ou voilà, ils allaient pas vraiment se poser la question de est-ce que je pourrais faire le job correctement, mais plus se dire ah, il a des tatouages, donc non. Et du coup, j'expliquais juste après que moi, ben, genre, je m'en fous en fait de qui t'es. Si t'es bon dans ce que tu fais, je suis chaud à travailler avec toi. Donc Flo, il avait entendu ce truc. Il m'avait réécrit et là je me suis dit bah tu sais quoi Flo, ça tombe bien parce que j'ai été invité, j'ai eu un couple de TikTokers que j'ai rencontrés à Nice, qui m'ont invité en vacances à Barcelone. Enfin ils m'avaient pas encore invité mais ils m'avaient proposé de venir. J'avais dit que j'étais chaud et puis en soi il y avait rien qui me retenait à Nice, tu vois. J'ai bossé plus avec Robin. Alors j'ai rencontré des gens super cool à Nice. C'était une expérience de dingue. En vrai c'était juste dingue comme expérience parce que j'ai goûté un peu à l'univers des réseaux sociaux. J'ai rencontré des gens qui faisaient du business en ligne comme j'en avais jamais rencontré jusqu'ici. C'était assez dingue. Mais du coup, une fois que je suis arrivé à Barcelone, j'ai rencontré Flo et directement, bah, le feeling est bien passé et on a commencé à bosser ensemble. Et vu que Flo, voilà, bah, attends, vas-y, tu sais quoi, je vais juste terminer le truc en fait, je vais arriver jusqu'à maintenant en fait. Vu que Flo, en fait, lui, avait surtout une expérience dans le journalisme, alors il savait cadrer, il avait du matos vidéo. Par contre, en termes de montage, il manquait un peu de skills. Enfin, il savait pas vraiment. Il avait jamais en fait dans son travail, c'est très codifié, tu vois, le journalisme, il avait jamais pu être en mode full créatif, faire des blagues, utiliser des musiques pour créer des ambiances et tout ça, alors que Flo c'est un mec qui adore la musique. Donc au début il a vraiment fallu qu'on se pose les deux, qu'on discute beaucoup sur ok, comment est-ce qu'on va avancer. Écoute-moi, cette chaîne, ça fait déjà X années que je l'ai, ça faisait 5 ans que je bossais sur cette chaîne. Cette chaîne, elle générait du revenu. Maintenant, comment est-ce qu'on se partage les revenus de cette chaîne alors que c'est moi qui l'ai montée de A à Z et que toi, tu es juste en train de te pointer maintenant? C'est des discussions qui sont
qu'il faut avoir, tu vois, comment tu vas avoir ces discussions, parce que lui, il va pas accepter de travailler gratuitement, tu vois, en tout cas, c'est ce qu'il m'a expliqué. Il m'a dit, moi, je bosse pas gratuitement. Je dis, ok, tu veux que je te paye, mais t'arrives juste comme ça. Moi, quand j'ai commencé à bosser sur cette chaîne, au début, je t'ai pas payé. Donc, fallait avoir toutes ces discussions, savoir comment on fonctionnerait. Donc, on a pris notre temps pour avoir ces discussions, on a pris notre temps pour aligner nos visions, comme on le disait, tant au niveau du travail qu'au niveau de des arrangements financiers, en fait, qu'il y avait derrière tout ça. Et c'est pour ça qu'on a aussi décidé, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de me lancer dans cette série Fit to Fat. La série Fit to Fat, elle présentait l'avantage d'avoir un format qui se répétait ou qui était similaire d'épisode en épisode. C'est-à-dire que l'épisode 1, c'est à peu près la même chose que l'épisode 2. Tu vois, c'est pas vraiment un truc qui est vraiment nouveau. C'est pas à chaque fois un nouveau projet hyper créatif de A à Z. Du coup, Flo, lui, ça lui donne un cadre dans lequel il peut s'habituer à monter, si tu veux. Il sait grosso modo qu'il y a les scènes de bouffe, que le temps doit passer, qu'il faut créer des ambiances avec la musique, et que c'est le genre de truc que j'aime bien, tu vois. Quand la musique elle colle bien avec le truc, on peut vraiment se servir du son pour apporter une dimension de plus. Pour moi, le son dans une vidéo YouTube, c'est pas un truc que tu utilises pour boucher du trou et pour juste combler du vide. Tu mets pas une musique pour ça. La musique, tu la mets au bon moment, tu mets la bonne musique, tu la fais. C'est très différent de couper une musique sec ou de la faire disparaître en fondu. Tu vas créer des émotions différentes chez les spectateurs, si tu veux. Et pour moi, la musique, joue un rôle très important. Et Flo, ce qui est cool, c'est qu'il est musicien. Donc ça, il l'a très vite capté. C'est qu'il gère très, très bien les musiques. Ensuite, au niveau du montage, il a vraiment fallu que je me pose, je me dis, écoute, ça, j'aime pas ce genre de texte quand tu le mets comme ça j'aime mieux quand tu le mets comme ça. Là, tu vois, je trouve que ça manque de cohérence, on comprend pas trop pourquoi ci, pourquoi ça. Et cette série, en fait, elle nous offre un cadre dans lequel on peut travailler. Voilà pourquoi on a fait cette série Fit to Fat, parce que moi, c'était une expérience. Il y a plusieurs raisons derrière tout ça, mais ça, quelque part, c'est la raison que je vais pas mentionner sur YouTube, parce que quelque part, ça intéresse pas vraiment les gens sur YouTube. Les gens sur YouTube, ils veulent surtout savoir pourquoi j'ai envie de devenir gros, et il y a des raisons derrière tout ça. Mais ceux qui veulent savoir la raison technique, pourquoi ce qu'on a fait ça, c'est vrai que le but, c'était aussi de permettre à Flo de se faire un peu les dents et que moi, je puisse lui faire un feedback, si tu veux. C'était un peu son chantier, tu vois. Fit to Fat, c'est le chantier de Flo. Bon, on va passer sur d'autres séries. Je vois que certains me demandent est-ce que je vais faire du Fit to Fat pendant toute l'année 2021, est-ce qu'il y aura d'autres vidéos sur ma chaîne. Et évidemment, là, on est en train de préparer, par exemple, le dernier épisode de la série. Ensuite, on veut partir sur des nouveaux formats. Voilà. Voilà, je me suis présenté. Hésite encore une fois pas à commenter sur YouTube, à me laisser des 5 étoiles avec des reviews un peu développées sur Apple. J'ai vu que j'en avais 3 la dernière fois que j'étais checké de reviews sur Apple. Je sais pas si d'autres gens ont écrit un truc. Si vous écrivez un truc, écrivez un truc un peu poussé, un peu développé là pour montrer qu'on est des gens smart un peu sur ce podcast. Et puis n'hésite pas à partager si tu connais des gens à qui ça pourrait plaire, ce genre de monologue. Et pouce bleu et tout, toi-même tu connais, enfin bref, tu connais les bails. Je te souhaite une excellente journée. Dès l'épisode prochain, je vais prendre probablement un des emails que j'ai reçus ou prendre un des commentaires YouTube que j'aurais reçus sous cet épisode-là. Et on va ouvrir une discussion sur un sujet du coup qui serait complètement nouveau. Mais au moins je me suis présenté. Alors, je ne suis pas présenté. En fait, j'ai pas vraiment expliqué ma façon de voir la vie en fait. Ce serait peut-être un truc que je devrais faire. Bon, on verra. À mon avis, tu vas le comprendre un peu avec le temps. Mais dans l'idée maintenant, tu vois à peu près qui je suis sur le papier. Tu vois pas si je suis une bonne personne, une mauvaise personne. D'ailleurs, ça, c'est le genre de truc qui n'existe pas. Mais tu vois pas si je maîtrise le mal qui est en moi. D'après moi, il y a beaucoup de mal en moi. Tu me mets dans les bonnes circonstances et j'égorge des gens. Vraiment. Je pense qu'on est tous capables de buter des gens si on nous met dans des circonstances suffisamment contraignantes. Tu vois. Bref. Je suis un peu fatigué. Quelle heure il est ? Je suis curieux de savoir quelle heure il est. Il est minuit 27. Voilà. Je vais arrêter ce podcast maintenant. Je te souhaite une excellente soirée encore une fois. Et j'ai très hâte d'attaquer le prochain épisode. On se retrouve dimanche prochain. C'était moi, Elio. Tu peux venir me suivre sur Instagram, YouTube et tout ça. Et puis mon site internet, elioavilamunoz.com pour les programmes. Allez, ciao.